Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Regalado, qui est responsable du développement du digital et de l'engagement des professionnels de santé au sein de L'Oréal, une petite start-up qui monte, comme vous la connaissez certainement. Et Stéphanie sera aujourd'hui accompagnée de Cédric Lima, qui est ingénieur pédagogique, qui est notre responsable de la Content Factory au sein d'InVivox, une autre petite start-up qui monte. Une start-up que j'ai eu la joie, l'honneur, le plaisir de fonder il y a à peu près 5 ans de cela. Nous allons être ensemble pendant une grosse trentaine de minutes, peut-être plus, si vous avez des questions. On est là aujourd'hui pour parler d'un sujet absolument fondamental, l'engagement des professionnels de santé grâce au contenu de formation. Merci infiniment de votre fidélité à cette Académie InVivox. Vous êtes quasiment 2 fois par mois, plusieurs centaines à nous suivre, plus de 25 000 inscrits depuis le début du lancement de cette Académie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les académies passées qui ont été montées, sous-titrées éventuellement, ou plutôt chapitrées. Vous allez sur le site InVivox, sur InVivox Academy, vous retrouverez toutes les sessions. On se donne 2-3 minutes pour laisser rentrer les derniers arrivants. J'en profite pour vous annoncer la prochaine session, qui sera une session, on aura l'immense plaisir de recevoir Marc de Martini, qui lui aussi vient d'une petite start-up qui monte, start-up Medtronic, qui est aussi le leader mondial des dispositifs médicaux. Marc Martini viendra nous parler de l'importance d'intégrer les forces de vente, les MSL dans les labos pharmaceutiques, dans les projets digitaux en santé et de les intégrer le plus rapidement possible, le plus en amont possible de tous les projets. J'aurai le plaisir de l'accompagner sur ce sujet qui me tient très à cœur. Alors, avant de nous lancer sur les contenus, je vous propose de partager avec vous l'analyse qu'on a faite chez InVivox après 3 ans de Covid, de crise, qui ont profondément bouleversé la manière dont les professionnels de santé se forment. On s'est réunis chez InVivox et on a essayé de faire une analyse extrêmement succincte des grands enjeux de professionnels de santé. Et vous allez voir à quel point cette analyse ensuite va lancer les discussions. Le premier challenge fondamental qu'on a analysé, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est la pénurie de temps. Tous les professionnels de santé aujourd'hui, en France et à peu près partout dans le monde, sont victimes de pénurie de temps. Vous l'avez sûrement constaté vous-même quand vous prenez rendez-vous chez un médecin. Bien souvent, sur les grandes plateformes de réservation, aujourd'hui, vous avez une pop-up qui s'affiche disant « Ce praticien ne prend pas de nouveaux patients ». Alors, on se dit, voilà, comment est-ce qu'un praticien qui n'a pas le temps de prendre de nouveaux patients, comment ce praticien va-t-il pouvoir prendre du temps pour se former? Ça, c'est la première de nos analyses. Et la deuxième de nos analyses, c'est un challenge civilisationnel qui frappe les professionnels de santé, mais qui nous frappe tous, c'est le déficit de concentration. Nous sommes tous victimes et coupables de ce déficit de concentration. Quoi qu'on fasse, on est aujourd'hui dérangé, déconcentré par des notifications qui arrivent sur nos ordinateurs, les emails, les WhatsApp, les Kling, les Slack, également des autres outils, des collègues qui viennent nous déranger pour 2 minutes sur une question. On est en permanence déconcentré. Donc, à partir de ces deux challenges, toute l'équipe d'InVivox aujourd'hui développe des contenus qui sont extrêmement courts pour répondre à la pénurie de temps et aussi extrêmement impactants pour garder, alors déjà pour attirer l'attention des professionnels de santé, mais aussi pour garder cette attention pendant le processus d'acquisition de connaissances. Tout cela est résumé dans une formule mathématique extraordinaire. Je vous la donne très rapidement. La lettre phi en Grèce, l'acquisition K de knowledge, l'acquisition de la connaissance. Le petit signe bizarre au milieu, le petit poisson inversé, c'est le signe mathématique qui veut dire proportionnel à. L'acquisition de la connaissance, elle est proportionnelle au temps qu'on consacre, petit t, et à l'attention, évidemment, qu'on y consacre. Et ça va être un des grands sujets aujourd'hui de comment justement capturer l'attention, comment garder l'attention avec des contenus de santé.
Dernier point avant de vous lancer, hein, un point fondamental aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le professionnel de santé qui va à la formation, comme ça pouvait être le cas dans le passé, hein, mais c'est bien la formation qui va vers le professionnel de santé. Je vous laisse à partir de maintenant avec Stéphanie Regalado, qui est la responsable du développement digital et de l'engagement des professionnels de santé au sein de L'Oréal, et de Cédric Lima, notre responsable de la Content Factory, ingénieur pédagogique, anciennement professeur, hein, et qui vont vous guider, qui vont vous accompagner pendant cette session sur l'engagement des professionnels de santé grâce au contenu de formation. Merci infiniment à tous et à toutes de votre participation, de votre fidélité. Vous avez l'occasion de poser des questions, hein, vous connaissez le principe sur Invivox, hein, vous utilisez l'icône Q&A, vous posez des questions et puis à la fin, on va venir piocher les questions et on les posera directement à Stéphanie et à Cédric. Excellente session qui démarre par un premier sondage. Alors ce sondage, hein, une question simple pour démarrer, évoque pour vous la notion d'engagement. 4 réponses possibles. On vous laisse voter l'acte d'entrée dans le processus d'apprentissage, la motivation et l'implication du professionnel dans le processus d'apprentissage, le fait de suivre l'intégralité d'un parcours de formation, le fait de fidéliser le professionnel grâce au contenu mis à sa disposition. On vous laisse quelques secondes pour voter et puis nous allons bientôt clore ce premier sondage. Allez, on clôt dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Merci Sandrine de partager, clôturer et de partager les résultats de ce sondage. Cédric, je te cède le micro pour commenter ce sondage et pour lancer cette nouvelle session de l'Académie. Merci Julien, effectivement c'est très intéressant les réponses et c'est justement on va refaire le point de tout ce qui est cette notion d'engagement. Alors je vais vous partager mon écran si Julien m'autorise. Donc on va aborder l'engagement des professionnels de santé grâce au contenu de formation. Alors vous devriez voir mon écran. Et donc, effectivement, la thématique du jour, ça va être comment mieux engager les professionnels de santé grâce au contenu de formation. Alors, on va commencer dans notre sommaire par définir un petit peu l'engagement déjà. De quoi parle-t-on quand on parle d'engagement? Parce que ça peut parfois, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. On abordera ensuite toutes les parties sur les contenus qui vont nous permettre d'engager notre public ou nos professionnels de santé. On abordera ensuite les différents métriques qu'on va suivre pour mesurer cet engagement, parce que c'est bien d'essayer de faire de l'engagement, mais il faut voir si ça marche et comment ça marche. Et puis, on répondra ensuite à vos nombreuses questions, nous espérons. Voilà, donc si on débute tout de suite sur l'engagement, de quoi parle-t-on? En fait, je suis parti d'une définition simple de Philippe Carré, qui est docteur en sciences de l'éducation et qui dit qu'en formation, l'engagement est défini par à la fois l'acte d'entrée et l'implication du sujet dans le processus d'apprentissage. On a 2 notions ici. Le premier, c'est vraiment l'acte d'entrée. Donc, c'est provoquer l'entrée dans la formation. Et puis ensuite, l'implication, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est captée, il faut la maintenir. Donc, en gros, nos 2 objectifs pour provoquer cet engagement, c'est d'une première part de susciter l'intérêt et puis, en second lieu, de maintenir cet intérêt une fois que la personne est captée. Et donc, on arrivera à cet engagement. Alors, pour pouvoir provoquer aussi cet engagement, on a besoin de connaître son public. Alors, le public aujourd'hui, on parle des professionnels de santé, mais les professionnels de santé, c'est donc des adultes. Et en fait, on s'est bien rendu compte que l'adulte n'apprend pas du tout de la même manière que l'enfant. Donc, on parle beaucoup de pédagogie, mais en fait, un petit peu par abus de langage, puisque aujourd'hui, on parle davantage d'andragogie quand on parle de la formation pour les adultes. Et donc, cette andragogie, elle a 5 caractéristiques. En fait, l'adulte n'apprend pas tout à fait de la même manière que l'enfant.
Et parmi les caractéristiques de l'apprentissage de l'adulte, il y a tout d'abord le besoin de savoir, puisque l'adulte a vraiment besoin de savoir pourquoi il doit apprendre quelque chose avant d'entreprendre une formation. On a ensuite toute la partie expérience de l'apprenant, parce que l'adulte a déjà son expérience de vie, donc les expériences de sa vie vont être utilisées pour faciliter son apprentissage propre. On a aussi toute la volonté d'apprendre, effectivement, les adultes. L'adulte va faire le choix souvent de se former, alors qu'on considère que l'apprentissage des élèves à l'école, on est un peu plus subi, même si, on va dire, parfois on subit aussi des formations en tant qu'adulte. Mais la plupart du temps, on cherche quand même ce besoin de se former dans tous les cas. On a aussi quelque chose qui est très, très important, et ça va être le cœur de notre discours, c'est vraiment l'orientation vers les objectifs, puisque les adultes sont susceptibles d'apprendre lorsqu'ils ont des objectifs qui sont vraiment clairs et qui voient la pertinence de ce qu'ils apprennent. Et puis enfin, une orientation vers la résolution des problèmes, puisque l'adulte est motivé par la résolution de problèmes. Son apprentissage doit vraiment être axé sur cette résolution de problèmes. Alors, on s'est concentré là sur l'adulte, et puis maintenant on se concentre vraiment sur le professionnel de santé, parce que le professionnel de santé, c'est vraiment un public spécifique. Et quand on parle de formation et d'engagement dans la formation, on a besoin de connaître précisément son public pour adapter justement la formation. Alors, le professionnel de santé, on sait qui il est, hein, Julien l'a redit juste avant, mais c'est un professionnel qui est sursollicité, qui est souvent épuisé, qui travaille en horaire décalé, à des rythmes effrénés, qui est souvent en sous-effectif et en pénurie, c'est ce que disait justement Julien juste avant, et puis en flux tendu, avec souvent un manque de reconnaissance, et puis des conditions de travail qui se sont dégradées. Alors, pour répondre à tout ça, il va falloir lui offrir du contenu de formation qui va vraiment être adapté à sa situation. Et en fait, les contenus pour le professionnel de santé, c'est un peu des retours qu'on a pu faire de nos différentes expériences. C'est des contenus de formation qui vont être pertinents. C'est des contenus de formation qui vont être courts, justement pour pouvoir s'adapter à ces temps très restreints. Et puis, des contenus qui vont être efficaces, très pragmatiques. On va aller vraiment à l'essentiel, et puis on va surtout chercher à répondre à un besoin. Donc, ces contenus seront adaptés à des besoins aux professionnels de santé. Alors, bonjour à tous. Du coup, en complément de ce qui vient d'être dit, j'ai posé la question de savoir si peut-on engager tous les professionnels de santé. On vient de poser le contexte. Ces cibles sont ultra sollicitées, avec des problèmes de disponibilité. Donc, nous voulant adresser les professionnels de santé, eh bien, il faut savoir se poser la question en fonction de la cible que l'on veut atteindre, si oui ou non, on va réussir à la toucher et à l'engager. Et se poser la question, en fait, de quels sont les objectifs visés du coup par ces contenus. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire, en fait, avant d'engager, clairement, pourquoi j'ai envie d'engager ces professionnels de santé? Eh bien, on est là, à travers nos contenus éducationnels, pour proposer une expérience unique. Donc, l'expérience, ça va être à la fois l'expérience avec sa marque, sa proposition, et une expérience aussi en tant qu'utilisateur. On n'a pas droit à l'erreur. La deuxième chose d'objectif, c'est se dire, OK, qu'est-ce que je veux dire? Et c'est arriver avec un message clair. Ensuite, mon contenu doit favoriser la mémorisation. On est là vraiment pour ancrer un message et éduquer. Ensuite, se poser l'objectif qui va être différent ensuite derrière sur est-ce que c'est un objectif de conquête ou de fidélisation? Un petit bug, Cédric, et toucher le plus de professionnels de santé possible. Enfin, ce contenu et l'objectif que je dois me donner, c'est que je dois être utile et je dois clairement venir répondre à un besoin. Je ne suis pas là pour dire ce qui nous fait plaisir, mais je suis là pour vraiment répondre à une formation qui soit adaptée à l'instant T aux besoins du professionnel de santé. Et du coup, pour tout ça, on se pose la question de quel contenu pour engager.
Donc, quel contenu va pouvoir permettre de créer cet engagement dans la formation? Alors, juste avant de continuer, on va poser un second sondage sur justement cet engagement. Donc, en dehors de l'acquisition des compétences et de l'amélioration des pratiques, quel est, selon vous, l'élément essentiel pour engager les professionnels de santé? Alors, est-ce qu'on est plutôt sur le format des contenus, la notoriété et l'expertise des formateurs ou des intervenants, l'obtention de crédits de formation ou la collaboration et le partage avec une communauté d'apprenants? Alors là encore, on va vous laisser quelques petites secondes pour répondre. Donc, on est vraiment en dehors de l'acquisition des compétences et de l'amélioration des pratiques, un élément essentiel pour engager les professionnels de santé. Alors, eh ben, les résultats, donc on est sur effectivement majoritairement le format des contenus. Effectivement, le format des contenus, court, pratique, interactif, vraiment quelque chose qui va primer pour pouvoir engager. Mais en fait, l'intégralité des réponses était vraiment intéressant puisque tous ces éléments vont permettre finalement de provoquer cet engagement et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors effectivement, pour cet engagement, on va organiser toute une stratégie de création de contenu. Et en fait, on va être attentif à plusieurs points pour provoquer ou pour maintenir cet engagement. Alors en premier lieu, on va identifier la valeur ajoutée et les bénéfices de la formation. En effet, on a besoin d'avoir ce qu'on disait juste avant, un avantage concret. Enfin, les professionnels de santé vont avoir cet avantage concret de suivre cette formation. C'est-à-dire que les professionnels de santé sont plus susceptibles de s'engager dans une formation, mais s'ils voient un avantage à la suivre, comme une réponse à des besoins spécifiques, l'acquisition de nouvelles compétences, l'amélioration de leurs pratiques cliniques notamment, l'obtention de crédits de formation, et puis plein d'autres éléments, mais on a dans tous les cas besoin d'avoir cet avantage concret à suivre cette formation. La formation, en fait, elle doit répondre à un besoin qui est identifié et non à la volonté de mettre en avant quelque chose. Donc, on va vraiment se focaliser sur le public, sur le besoin et quel est le besoin du professionnel de santé et comment on va réussir à y répondre. Donc ici, par exemple, on vous a mis des petites captures d'écran de modules de formation qu'on a pu créer avec les équipes de Stéphanie sur des spécialités spécifiques, sur des thématiques qui avaient été identifiées comme des thématiques en souffrance sur des contenus de formation par les cibles que nous visions. Alors, le deuxième point, c'est aussi la mise en place de techniques pédagogiques efficaces. Alors ça, c'est ma petite partie d'ingénierie pédagogique, mais on va surtout se focaliser à mettre en place des techniques innovantes, des techniques efficaces grâce en fait, à des contenus pratico-pratiques qui vont être pratiques déjà, et puis interactifs. Donc, on a par exemple des études de cas, des jeux de rôle, des simulations, des choses qui marchent bien chez les professionnels de santé parce qu'on est vraiment dans la réalité, dans le concret. Donc ici, je vous ai mis quelques visuels d'un cas clinique aussi qu'on avait pu réaliser avec les équipes de Stéphanie. C'est un cas clinique classique, donc comme ça se fait dans le secteur médical beaucoup, qu'on a rendu interactif sur la prise en charge d'un patient donc avec une pathologie spécifique. Et l'objectif ici, on a la présentation du cas et différentes questions, quiz, donc, qui sont posées à l'apprenant, avec un feedback. Donc, comme vous voyez, l'intervention de professionnels, d'experts qui vont venir compléter et donner des informations complémentaires. Donc, on laisse la possibilité à l'apprenant de réfléchir, de tester ses connaissances et puis d'avoir le feedback de son professionnel de santé. Et enfin, on a une fiche synthétique des différents points à retenir sur ce cas clinique. Donc là, on est vraiment dans le pratico-pratique et on est dans l'interactivité. Un autre point dans l'organisation des contenus et dans ces mises en place de techniques pédagogiques efficaces, c'est aussi l'intérêt de la gamification. Alors, vous en avez peut-être déjà beaucoup entendu parler, mais en fait, le jeu, c'est quelque chose qui marche. Donc, on est beaucoup plus enclin à s'engager dans une formation lorsqu'il y a un petit côté un petit peu fun. On a moins cette sensation d'être à l'école, d'être jugé. Ça n'a pas toujours laissé des bons souvenirs à l'école. Donc, quand on fait un quiz, on a toujours cette notion d'école où on va venir nous donner une note à la fin. Ici, en fait, on
on modifie ce quiz, donc on reste toujours sur le quiz, sur une évaluation des connaissances et des compétences, hein, mais ce quiz, il est un petit peu gamifié. Donc ici, on a créé un quiz qui est sous la forme du jeu Qui veut gagner des millions, par exemple, donc avec l'ambiance musicale, avec les jokers, etc., etc. Et donc, on pose des questions. Donc, on va, de la même manière que pour un quiz, poser les questions et évaluer des connaissances, mais sous une forme ludique. Donc, on est dans une forme d'engagement quand même plus agréable sur cette partie de contenu. Et enfin, on va être sur dans la création des contenus aussi, sur des contenus qui vont permettre d'encourager la collaboration et le partage de connaissances, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre aussi au secteur médical. Donc, on a toute la partie mentoring, on a des cas cliniques, comme on a vu juste avant, mais des techniques opératoires aussi. Donc, on est ici dans le partage de connaissances. Donc, je vous ai mis ici un petit exemple d'un module que nous avions fait, donc qui était sur la présentation d'un dispositif médical. Et puis, on avait le partage d'un professionnel de santé, voilà, qui partageait ses techniques opératoires. Donc, toujours dans un partage de connaissances et dans un module environnemental. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur, on va faire un module de formation sur un dispositif médical, mais sur un dispositif médical au sein d'un environnement d'utilisation. Et donc, ça permet aussi de se représenter et d'être là encore dans le concret, dans le pratico-pratique, avec du coup la possibilité de créer des communautés d'apprenants pour pouvoir échanger sur ces différentes expériences, ces différentes techniques opératoires notamment. Ensuite, toujours pour continuer sur ces sujets de création de contenu, un sujet qui nous est très cher, c'est qu'on va chercher à séduire et à attirer ce professionnel de santé. On sait que la formation n'est pas certifiante, donc c'est encore plus dur quand c'est une formation à visée de développement de compétences. Donc en fait, forcément, il y a l'intérêt du sujet, il y a clairement visé bien réfléchir avec quel sujet, donc le fond, avec quel sujet je vais attaquer, et un sujet aussi qui est, pardon, et excusez-moi, un point qui est fondamental également, c'est le choix des KOL, c'est-à-dire que il est très, très important, là, constater que la notoriété des KOL va également séduire et attirer votre cible, va faire que cette cible va du coup beaucoup plus facilement s'inscrire pour suivre votre module. Ensuite, le deuxième point, il y a le savoir-faire pédagogique et ça, en fait, ça ne s'invente pas. Cédric, en fait, est ingénieur pédagogique et la pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a, quand bien même il y a la plus belle mise en forme qu'on puisse imaginer, le fond, la pédagogie qu'il y a derrière de qu'est-ce que je vais chercher à dire, c'est très, très important du coup de s'associer à cette compétence-là. Ensuite, très important, les méthodes d'apprentissage, les techniques et les outils adaptés qu'on va utiliser. Hein. Le format, pardon, la durée de la vidéo. Tout à l'heure, on a parlé des cas cliniques, combien de temps, combien de questions, combien d'interactions, quelle durée. Ne pas hésiter à faire des test and learn, ne pas hésiter à se remettre en question, faire court, être le plus convaincant possible et utiliser la méthode vraiment la plus affinitaire possible pour toucher notre cible. Et enfin, se poser la question sur le parcours, créer le parcours qui est le plus efficace. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive et qu'on veut se dire je veux faire une formation pour aller toucher tel ou tel professionnel de santé, on se dit ah là là, il y a plein de choses à dire, je vais faire plein de modules, je vais raconter, etc. Eh bien, il faut quand même se poser la question où on a constaté que parfois, il vaut mieux en faire 2 et beaucoup plus impactants que d'en faire 6 qui sont au final moyennement regardés, où l'entonnoir, en fait, plus on avance dans les modules, moins on capte l'attention. Donc, toujours se demander, en fait, quel est mon master message, quel va être mon message clé, sécuriser 1 ou 2 modules et ne pas chercher à clairement à en faire trop parce que c'est également très chronophage. Donc, création de parcours efficaces. Ensuite,
ce qu'on a constaté également, pour accompagner ce parcours de formation, ne pas hésiter, en complément des modules, à mettre à disposition tous les outils complémentaires que vous avez. Donc, c'est des outils qui peuvent émaner de tout ce que vous avez en offline, de tous les remis de route, et que vous en faites du coup transformez en outils de formation. Ne pas hésiter à avoir cette fameuse fiche récap. C'est hyper important d'avoir un takeaway à la fin de la formation, d'avoir un recto verso téléchargeable sur les key messages de la formation. Un résumé, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, poussez tout ce qu'on appelle le related content pour aller plus loin. Ça, c'est vraiment des techniques de fidélisation, c'est-à-dire que comment le professionnel de santé est hyper intéressé. Il a vu qu'il y a des contenus associés pour aller plus loin, du coup, dans sa connaissance. Ne pas hésiter, comme je disais au départ, à mettre en ligne toutes les publications que vous pouvez avoir en parallèle de votre KOL ou sur le sujet, les plaquettes, les guides à disponibilité. Bref, il faut vraiment réutiliser au maximum les outils existants, les digitaliser pour donner vraiment un maximum d'informations complémentaires à ces modules de formation. Permet à l'apprenant de tout télécharger et d'avoir vraiment un maximum d'outils pour avoir la meilleure connaissance du sujet. L'importance de l'expérience utilisateur. Alors, du coup, vraiment, ça, c'est mon sujet. On n'a pas droit à l'erreur. Clairement, on n'a pas droit à l'erreur sur l'expérience utilisateur. On le sait que la plupart des cibles de professionnels de santé sont mobile first. Donc, on doit être clairement hyper efficace en expérience mobile. On doit clairement avoir comme objectif de donner envie de revenir. Si j'arrive que j'ai du mal à me connecter, ou si c'est trop lent, ou si c'est pas assez dynamique, on va perdre son attention. Or, notre objectif, c'est de donner envie aux professionnels de santé de revenir parce qu'il a passé une bonne expérience et qu'il s'est bien amusé. On doit être attentif autant au fond et à la forme, et on doit privilégier l'interactivité pour un apprentissage actif. C'est ce que on appelle l'infotainment. C'est hyper important, c'est-à-dire que j'apprends tout en passant un beau moment, un divertissement. Un des points essentiels pour l'expérience de l'apprentissage. Alors ça, c'est différents points hein, pour la création des contenus. Et en fait, on s'est rendu compte avec notre expérience aussi, hein, avec l'expérience qu'on a pu mener sur les différents modules qu'on a fait avec les équipes de Stéphanie, qu'on avait trois grands motifs de désengagement à cause des contenus de formation. Le premier, c'est vraiment, et on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est qu'en fait, la formation ne correspond pas aux attentes. Donc, la personne, elle se rend compte que mais elle n'a rien à y apprendre ou ça ne correspond pas à ce qu'elle attend. Donc, finalement, elle se désengage totalement, elle ne reviendra pas. Le deuxième motif de désengagement, c'est qu'en fait, ça demande du temps. Donc, quand on fait des modules trop longs, quand on fait des modules qui sont composés de 15 parties, en fait, on l'a vu, hein, les professionnels de santé ont très peu de temps, très peu de temps à consacrer. Donc, il faut que ce soit efficace, qu'on aille à l'essentiel. Et si le professionnel de santé se rend compte que le parcours va être long, il ne le débute pas parce qu'il sait très bien qu'il n'aura pas le temps de le finir. Donc, pareil, quand on arrive sur un module de formation, je pense que vous avez déjà eu l'occasion, vous arrivez sur une vidéo et puis vous voyez que la vidéo, elle dure 1h45, vous dites, je ne vais pas la débuter maintenant, puis je la débuterai plus tard. Puis finalement, le plus tard, la plupart du temps, c'est jamais, puisque trouver un gros moment pour le faire, c'est pas forcément évident. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment sur du contenu court et efficace. Et enfin, le dernier motif de désengagement, c'est ce que disait Stéphanie juste à l'instant, c'est vraiment la mauvaise expérience utilisateur. Un utilisateur qui a eu du mal à naviguer dans son module de formation, qui a eu du mal à naviguer sur sa plateforme, qui a du mal à lire, les images sont trop petites, les écritures sont difficiles à lire, il y a des mauvais contrastes, etc. Tout ça va faire que je viens une fois, mais finalement, je reviens pas. Je reviens pas. Et donc, ça, c'est vraiment les trois grands motifs de désengagement. Donc, c'est ce à quoi on est véritablement attentif dans la création des contenus de formation pour pouvoir
d'une part, susciter l'intérêt et puis maintenir l'intérêt dans nos contenus de formation. Alors, on a vu différents points sur les différents contenus de formation et en fait, on se pose aussi la question, mais comment mesurer l'engagement? Parce que c'est bien beau de se dire, on crée l'engagement, mais si on n'a aucun moyen de mesurer cet engagement, c'est compliqué. Alors, donc comment mesurer les engagements? Donc, on a vu la créa, la forme, premier sujet, on se donne un objectif. C'est-à-dire, je serai contente si tant de personnes ont passé tant de temps, si tant de modules ont été consommés, etc., etc. Je me donne des objectifs. Le deuxième, c'est que en fait, on peut avoir accès aujourd'hui à beaucoup d'indicateurs de performance qu'on appelle les KPI. Donc, l'idée, c'est clairement de définir des KPI de base, ne pas en avoir 10, 15, mais en avoir 3, 4 et s'y tenir. C'est-à-dire que c'est ces KPI-là que je vais regarder campagne après campagne. Troisième point, hyper important, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est en modèle tout le temps test and learn. Tout est volatile, tout évolue, nos sujets changent, on a besoin de se créer un historique de performance. Donc, toujours chercher à avoir soit un module, une formation de référence, une année de référence, mais bref, se créer un historique pour apprendre et progresser. Enfin, mesurer la performance, c'est-à-dire au global, en quoi cette formation a contribué dans mon business, en quoi cette formation, idéalement, quel est son impact sur mes prescriptions, quel est l'impact sur l'influence qu'elle peut avoir auprès de mes professionnels de santé. Tout ça se mesure et tout ça s'objective campagne après campagne. C'est hyper clé. Vous avez beau faire la plus belle formation du monde, si vous ne mesurez pas et si vous n'avez pas connaissance de son impact, l'année d'après, vous ne savez pas forcément si vous allez le dupliquer ou pas. Et du coup, pour mesurer cet engagement, on a des indicateurs, donc des indicateurs qu'on a sur la plateforme, notamment sur la plateforme InVivox. On a dans des tableaux de bord, donc les tableaux de bord de suivi des formations, pour pouvoir suivre le nombre de personnes qui se sont inscrites, qui ont suivi la formation, qui sont revenues sur la formation. Donc ça, on peut le voir à travers le tableau de bord. Ça permet de mesurer cet engagement, de se dire effectivement, cette formation-ci a fonctionné. On a également, dans le tableau de bord, la possibilité d'avoir le détail des inscrits, donc avec le nom, le prénom, les spécialités, les RPPS notamment, et puis le détail des formations qui ont été suivies par cet utilisateur, par exemple. Donc tout ça est exportable via format CSV et puis peut être analysé. Et voilà, je vous montre quelques exemples aussi de suivi en fait qu'on peut avoir sur ces indicateurs d'engagement. Je vous ai mis sur la partie de droite, par exemple, ici un exemple, un extract d'un parcours de formation qui était composé de 5 modules, et puis quelques utilisateurs, et de pouvoir mesurer, donc comme ça, donc à travers un LMS, donc un Learning Management System, qui permet de suivre les différentes datas des parcours de formation. On se rend compte ici, par exemple, vous voyez les petites cases qui sont cochées en verte, ce sont les modules qui ont été réalisés intégralement. Et puis en orange, des modules qui ont été débutés mais pas finalisés. Et puis quand il n'y a rien, c'est que les modules n'ont pas été faits. Donc quand on regarde ces indicateurs, on se rend compte que il y a certains modules on prend par exemple l'avant-dernier module, il a été un petit peu plus vu que le troisième. Donc, ça nous permet, nous aussi, d'analyser peut-être quelles sont les données qui sont dans le quatrième module qui ne sont pas dans le troisième module, par exemple, ou alors dans un process comme ça, de se dire que peut-être que le parcours là était trop long et que on aurait peut-être dû se limiter à 3 modules plutôt que 5, par exemple. Donc, tous ces indicateurs nous permettent vraiment de suivre cet engagement et de pouvoir améliorer notre parcours de formation pour pouvoir répondre encore mieux aux besoins du professionnel de santé. Donc, tout ça, c'est vraiment des indicateurs qu'on doit suivre et qui sont très, très importants pour pouvoir faire évoluer aussi les process de formation.
Et du coup, si on devait conclure ici avec les derniers messages à retenir dans tous les cas, c'est qu'en fait, si on s'arrêtait… On retient que la formation, en fait, elle est au service du professionnel de santé et pas pour nous faire plaisir, nous, laboratoire. Cette notion de service est très importante. Il y a une vraie valeur ajoutée que l'on va apporter dans cette relation médicale. On vient, docteur, avec une formation à votre service, au service de votre développement de compétences. Ensuite, on doit retenir juste ces fameuses 4 règles des 4 C du contenu. Mon contenu, il doit être court, il est complet, il est concis, et ce que je dis, il est catchy, il est impactant, il est facilement mémorisable. Et ensuite, c'est une règle de base, mais c'est proposer le bon contenu au bon moment. Et tout ça, ça se teste et ça se learn. Et du coup, dans toute cette création de contenu efficace, on dit souvent, mais on a besoin en fait de créer du contenu sur mesure, de partir de zéro, etc. Et en fait, on s'est bien rendu compte, et c'est le travail qu'on a fait aussi avec les équipes de Stéphanie, c'est que cette création de contenu, en fait, on est beaucoup dans du recyclage. On n'a pas besoin de partir de zéro pour faire ce contenu. On utilise des documents qui sont existants. Donc, vous avez tous forcément des PDF, des PowerPoint de formation présentielle qui existent déjà, des guides, des vidéos qui ont été tournées, donc soit dans vos sièges nationaux, soit aux sièges globaux notamment. Et en fait, on peut réutiliser tout ceci. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec les équipes de Stéphanie et pour d'autres clients aussi. On a réutilisé voilà, des PDF, des PowerPoint pour faire des modules. Ici, on avait utilisé un PowerPoint de 86 diapositives, par exemple, qui a été transformé en 3 modules de formation sur une thématique scientifique, sur une thématique médicale. Ici, on avait réutilisé aussi un guide et différentes formations PowerPoint et une vidéo existante pour créer un parcours de 7 modules de formation sur une thématique spécifique. Donc, on est vraiment dans le recyclage de contenu et c'est ce qui nous permet d'avancer plus efficacement et plus rapidement. Et ça, en fait, on est vraiment dans la co-construction. Donc, nous, chez Invivox, on vous accompagne pour analyser un petit peu quels sont les contenus déjà existants et comment on va pouvoir les réutiliser pour répondre à des besoins que nous aurons identifiés ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au quotidien. Voilà. Alors, on vous remercie pour votre attention. On reste bien sûr à l'écoute de vos questions pour pouvoir en dire un petit peu plus. Merci infiniment Stéphanie, merci beaucoup Cédric de ces explications extrêmement claires, de cette conclusion aussi. Je pense que c'est une très très grande question, on le voit nous au quotidien. Par quoi on commence, comment est-ce qu'on génère du contenu? Et souvent la réponse, Cédric, qu'on propose, c'est justement de dire le contenu existe déjà. On va vous aider à transformer ce contenu, à le mettre justement, à le rendre interactif, impactant et tout ça. Alors, on a pas mal de questions. Merci beaucoup. Je vous rappelle, tous les participants, si vous le souhaitez, vous avez une icône Q&R que vous pouvez utiliser très facilement. Vous posez la question et puis je la fais passer à Cédric et à Stéphanie. Alors, il y a une première question sur combien de temps ça prend pour créer des contenus et comment s'inscrire dans une logique de contenu. Donc, j'ai rassemblé 2 questions. Qui répond? Cédric ou moi? Peu importe. Comme tu veux. Si tu veux débuter, je peux… Franchement, ça peut être très rapide. Si on recycle, par exemple, si on part de ce qu'on a dit en dernier, si on réutilise clairement des contenus, des PowerPoint, des documents déjà existants, ça peut être très rapide. Ce qui prend plus de temps, c'est ce qu'on a dit dans la présentation, c'est clairement l'objectif, la finalité, ce que je veux en faire, ce que je veux mesurer, etc. Donc, la créa en elle-même fait partie intégrante
d'un dispositif qui est plus global, qui est du coup le e-learning et l'upskilling des professionnels de santé. Et ça, c'est un sujet, pour le coup, qui prend du temps. La créer en elle-même, il faut savoir être agile. Après, évidemment, il y a des impondérables du KOL, du réglementaire, du juridique, etc. Évidemment. Mais on peut aller assez vite. On peut aller voilà, en 2-3 mois, on peut y arriver. Oui, mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, il y a des choses à prendre en compte et notamment toutes les disponibilités des KOL. Si vous prenez des KOL, plus vous les prenez, plus c'est des grands spécialistes, plus ils sont, enfin, moins ils sont disponibles. Donc, plus les délais peuvent être allongés déjà, puisqu'on a aussi ces disponibilités des KOL. Et puis, on a aussi toute la partie réglementaire qui, parfois, si on est vraiment dans de la réécriture de contenu de formation, on a toute une partie réglementaire qui peut parfois prendre beaucoup plus de temps, puisque on a des besoins de validation. Donc, ça, on sait, il faut en être conscient au lancement du projet. Et même le mieux, ce qu'on nous, on encourage, c'est de mettre dès le départ les affaires réglementaires, enfin vos affaires réglementaires dans la boucle des cadrages. Comme ça, on sait très bien ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, et on a déjà des différentes pistes qui vont nous faire gagner énormément de temps pour la suite. Merci à tous les deux de cette réponse. Peut-être c'est l'occasion de lancer il y avait un troisième sondage qui était prévu, hein, qui correspond assez bien justement à la question. Sandrine, si tu veux bien lancer le sondage. Hein. Voilà, donc c'est un sondage en 2 parties. Avez-vous déjà pris le temps de répertorier justement au sein de vos entités le contenu disponible déjà existant, hein, donc oui ou non. Et puis ensuite, nous vous proposons, hein, si vous le souhaitez évidemment, d'échanger en direct, de faire un one-one avec Cédric et toute son équipe, hein, pour justement réfléchir avec l'existant ou le non-existant, ce qui est possible de faire. Donc, hop, on va se donner encore quelques petites secondes. Vous êtes encore très nombreux avec nous. Merci de votre intérêt pour ce sujet. Hop, écoutez, je vous propose de clôturer dans 3 secondes. 2, 1. Merci Sandrine. Hein, bon, c'est assez kiff-kiff. Hein. Est-ce que vous avez eu le temps de répertorier 40% de oui, 60% de non? Hein, c'est un bon exercice de répertorier tout cela. Hop, alors je vais prendre. Est-ce que, Cédric, il y a une question qui s'adresse alors peut-être plus à l'ingénieur pédagogique. Est-ce que, au sein de différents contenus qui ont pu être créés, est-ce qu'il y en a un qui fonctionne mieux en particulier? Est-ce qu'il y en a un à privilégier de manière globale pour les professionnels de santé? Ce que nous, on a remarqué, c'est que, on parlait de pratico-pratique et de pragmatisme tout à l'heure, et en fait, dans le pragmatisme, si le professionnel de santé se retrouve dans l'expérience, il va beaucoup plus facilement s'engager. Donc, ce qui engage le plus, c'est le quotidien, c'est-à-dire les cas cliniques. Donc, vraiment ce partage de cas cliniques. On s'est rendu compte que quand on a un cas très spécifique, pouvoir le partager, ça va aider les confrères, simplement les confrères et consoeurs, à avoir des pistes pour aborder aussi cette thématique. Donc, moi, je pense que le cas clinique, c'est vraiment quelque chose qui marche bien chez nous. C'est vraiment quelque chose qui est en attente dans tous les cas et qui est le plus pragmatique possible, puisque là, on répond à des vraies questions de terrain dans tous les cas. Oui, c'est un petit peu la magie du mot concrètement. Hein. On s'en aperçoit en formation ou dans n'importe quelle prise de parole. Dès qu'on s'arrête et qu'on dit concrètement, tout à coup, on récupère l'audience directement. Peut-être une question pour Stéphanie. Hein. Stéphanie, vous avez parlé pas mal de KPIs. Donc, une question qui s'adresse à L'Oréal. Chez L'Oréal, c'est quoi les KPIs que vous suivez pour valider l'intérêt d'une formation? Alors, d'abord, c'est le volume, hein, le nombre de personnes du coup, qui ont suivi la formation. Et ensuite, vraiment, c'est tout ce qui va être l'attention et la fidélisation. Donc, en fait, on va suivre le temps passé, on va suivre le nombre de modules consommés. Voilà.
En fait, principalement, c'est ces 3-là qu'on regarde. Il y en a d'autres, mais ils sont secondaires. Ceux-là, par contre, si on sait que, tant de personnes sont passées du module 1, ont consommé 10 modules, ben, c'est hyper intéressant. Merci Stéphanie. De rien. Ouais, merci. Une autre question sur, on a parlé de modules courts. Qu'est-ce que ça veut dire court pour vous aujourd'hui? Alors, cours, on est vraiment, enfin, après ça, on s'appuie un peu sur, enfin, moi, je fais quelques recherches aussi sur sur les neurosciences, sur l'attention, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que maintenant, avec le digital, on décroche très, très rapidement. Donc, quand on dit cours, c'est donc là, nous, on est sur des modules courts, on est 10 minutes, 15 minutes maximum. On est vraiment sur du 15 minutes maximum. Et on arrive même sur des thématiques très spécifiques, sur de micro-learning, sur du moins de 5 minutes, sur un sujet spécifique. Mais voilà, on sait que plus ça dure, plus c'est compliqué à rester actif, enfin, à rester attentif. Donc, on est vraiment sur idéalement 10-15 minutes et avec voilà, des petites granularisations jusqu'à 5 minutes. Vaut mieux faire un parcours de 4 ou 5 modules de 5 minutes plutôt que de faire une formation de 30 minutes où on risquerait de perdre une bonne moitié de personnes avant la fin. Merci beaucoup, Cédric. Une autre question qui s'adresse à vous deux par rapport aux différentes spécialités ou aux différentes catégories de professionnels de santé, donc les pharmaciens, le public infirmier, les médecins, les spécialistes, les kinés. Est-ce que vous avez remarqué que certains modules, certains formats fonctionnent mieux avec certains types de professionnels de santé? Cédric, vas-y, je te laisse répondre. Après, ça dépend aussi. On prend par exemple sur certaines spécialités, chez les paramédicaux notamment, des professionnels qui sont, on prend par exemple, je vais prendre l'exemple des infirmiers ou des infirmières qui sont des infirmières libérales, qui sont beaucoup en déplacement, par exemple. Il y a des formats qui sont un peu plus adaptés, donc les formats très courts, et les formats qui peuvent se lire aussi sur mobile, des formats podcast, par exemple, qu'on développe, hein, qui se développent de plus en plus, donc des choses qu'on peut écouter dans sa voiture, par exemple. Sur ces publics, ça peut fonctionner davantage. Après, on a aussi il y a certaines spécialités qu'on a un peu plus de mal à toucher avec le côté ludique. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a un côté un petit peu fun dans la formation. Il y a certaines spécialités qui en voient peut-être moins l'utilité, donc on a plus de difficultés à les toucher aussi. Mais dans tous les cas, on est quand même sur plus c'est pratique, plus on est vraiment dans le pragmatisme, plus on arrive à toucher en tout cas notre public. Stéphanie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non? Non, moi j'ai envie de dire en complément, c'est enfin chacun connaît sa cible dans la mesure où il la visite ou en tout cas peut-être au préalable les a consultés, les a questionnés sur leurs besoins, etc. Donc voilà, oui, en tout cas, il y a une différence entre les cibles. Ouais. Effectivement, on peut constater que certains modules ou créa fonctionnent mieux sur certaines cibles que sur d'autres. Ça, c'est vraiment, c'est sûr. Ouais, peut-être pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet, hein, on a une académie qu'on a organisée dans le passé, notamment sur les canaux pour toucher les différents professionnels de santé. Et c'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a des canaux qui marchent mieux en fonction de est-ce qu'on s'adresse à un public infirmier ou bien est-ce qu'on s'adresse à un public de spécialistes. Hein, est-ce qu'on va utiliser plutôt LinkedIn, plutôt Meta, plutôt de l'emailing. Donc tout ça, je vous invite, n'hésitez pas, on a organisé plusieurs académies à ce sujet. Je continue dans les questions, hein, je vois qu'on a encore pas mal de monde en ligne. Est-ce que, alors attendez, quelle est l'importance du retour, notamment des questionnaires de satisfaction hein, dans les formats que vous proposez, dans les formats proposés?
Quel est le… J'ai pas entendu, pardon. L'importance des questionnaires de satisfaction ou qui sont envoyés après les formations. Est-ce que c'est quelque chose qui devient aujourd'hui obligatoire, attendu? Qu'est-ce que vous en faites? C'est primordial pour pouvoir justement savoir où on en est de notre engagement, de se dire est-ce qu'on a des besoins d'améliorer des choses. Donc c'est vrai que tous les feedbacks qu'on peut avoir via ces questionnaires de satisfaction nous permettent d'améliorer, de faire évoluer la formation pour qu'elle réponde encore mieux aux besoins de demain. Donc effectivement, pour moi, avoir ce retour des apprenants, c'est indispensable pour pouvoir voir justement comment on va pouvoir faire évoluer ou peut-être qu'on est dans le bon, et alors là, c'est parfait, quoi, mais on n'y est pas souvent, donc on a besoin de ce retour, c'est essentiel. Une question sur information et formation. Hein, on a parlé beaucoup de formation, on a beaucoup de partenaires qui parlent plutôt de medical education, d'autres d'information médicale. Est-ce que les contenus développés avec L'Oréal ou développés par Invivox, justement, s'adressent prennent en compte plutôt la notion d'information, formation, medical education? Je te laisse… Ouais, du coup, j'ai pas trop compris le sens de la question. Excuse-moi, Julien, mais Non, je entre pense que information et formation? ouais, la frontière qui est souvent ténue entre information et formation. Alors, je peux répondre pour la première partie. En tout cas, quand on est dans la formation, l'objectif de la formation, c'est à chaque fois, on a des objectifs pédagogiques dans cette formation. Donc, on se dit, une fois que la personne a visualisé mon contenu de formation, elle sera capable de. La plupart du temps, on définit des objectifs comme ça. Si on est sur la formation, l'objectif va être de transmettre des données, mais sans besoin, sans évaluation. Donc, ce qu'on a, nous, dans la formation, c'est qu'on évalue derrière, la plupart du temps, via des quiz, on évalue la rétention d'informations. Peut-être parce qu'on l'a eu récemment, hein, peut-être pour apporter un complément, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus amené, et vous en avez parlé tous les deux, de développer des formats qui facilitent la compréhension de l'information. Un bon exemple, c'est par exemple une recommandation de la HAS qui sort. Hein, une recommandation de la HAS, c'est généralement un document PDF qui fait entre 5 et 25 pages, pas forcément très digeste. Hein. Donc, nous, aujourd'hui, ça fait partie des formats qu'on développe, c'est prendre justement ce document, le comprendre avec un expert, et puis ensuite, le rendre digeste avec les points clés, et notamment comment une recommandation de la HAS va impacter le travail d'un médecin généraliste, d'une infirmière, d'un kiné. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. Donc là, on est plutôt sur de l'information traduite grâce à un format et puis surtout rendu digeste. Quasiment, pour ceux qui connaissent Hugo Décrypte, voilà, on fait du Hugo Décrypte à notre niveau sur l'information médicale. Il est presque 13 heures. Je vous remercie infiniment. Est-ce que Stéphanie, Cédric, est-ce que vous voulez prendre le micro pour un mot de la fin? Bien, je prends le mot de la fin en disant, en vous remerciant. Merci pour du coup m'avoir invité à participer. Et j'espère que en fait les messages clés, cette fiche de synthèse, de takeaway, de comment créer des contenus impactants pour engager les professionnels de santé seront utiles. Et en fait, le mot de la fin, c'est quand même aussi de ne pas hésiter à se dire que ce qui est vrai aujourd'hui, vérifié et mesuré, ne sera pas vrai demain. Et que encore plus quand on fait des activations digitales, tout change. Donc en fait, voilà, c'est sans cesse tester, learner, et ne pas aussi forcément avoir peur de cracher un contenu, d'avoir un contenu auquel on croyait beaucoup qui n'a pas forcément bien performé. Voilà. Merci infiniment, Stéphanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. N'hésitez pas, pour les personnes intéressées, à aller sur
InVivox, vous tapez campus et puis vous verrez les différents modules qui ont été réalisés, qui sont disponibles, soit pour la information du public infirmier, mais aussi pour tout ce qui est formation vers les médecins généralistes, vers les gynécologues. Cédric, peut-être le mot de la fin pour toi aussi? Oui, le mot de la fin, en fait, ce sera reprendre les… Moi, je voulais juste repréciser sur les contenus de formation, de reprendre cette fameuse règle des 4C que j'aime beaucoup. En fait, on sera vraiment sur du court, du complet, du concis, du catchy. Et une fois qu'on a ces ingrédients, on arrivera vraiment à avoir du contenu efficace dans tous les cas. Et puis, ne pas, comme disait Stéphanie, ne pas se reposer sur ses lauriers, de se dire que ce qu'on a fait aujourd'hui, demain, ça sera peut-être déjà obsolète, et de constamment rester dans le renouvellement, sans oublier une chose qui, à mon sens, est vraiment essentielle, c'est son public. C'est de penser avant tout à qui on destine la formation et pas penser au message que nous, on veut transmettre, et penser à comment notre professionnel de santé va recevoir ce message et est-ce que ça va lui être utile. Si ce n'est pas utile, on va partir droit dans le mur. Donc, ça ne sert à rien qu'on lance cette formation. Donc, vraiment, voilà, se focaliser sur le public cible et ce sera au mot de la fin. On pense avant tout à son public. Merci infiniment, merci à tous les deux. La règle des 4C, on la garde en tête. Moi, je connaissais la règle du KISS, et c'est peut-être aussi mon mot de la fin. KISS, K-I-S-S, pour Keep It Simple and Sexy. Voilà, alors en langage pédagogique, sexy, ça se dit catchy. Et je vous souhaite à tous et à toutes ça ne se dit pas du tout, dit Stéphanie. C'était le mot de la fin. Merci infiniment. Merci beaucoup Stéphanie, merci Cédric, merci. Merci beaucoup. Merci. Le 10 mai, décidément, le 10 mai prochain à midi, on va parler de l'intégration des forces de vente dans les projets digitaux, comment les intégrer le plus en amont possible. On recevra Marc de Martini, le vice-président IMIA de chez Medtronic. Bon appétit à toutes et à tous. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci.